interview, aujourd'hui, je reçois Charles Piquet. Bonjour. Bonjour. Charles Piquet, bourgmestre de Saint-Gilles, qui ne s'était plus présenté aux élections du 26 mai. Donc, parfait pour un débriefing avec vous de ces élections, de ce qui s'est passé. Commençons par un débriefing électoral sur Bruxelles et votre réaction à ces grandes victoires d'Écolo et du PTP d'un côté et ces pertes de la majorité sortante et du MR, qui était pourtant dans l'opposition. Donc d'abord, les vainqueurs, Écolo, PTB, normal, attendu, logique? D'autant plus attendu que les résultats des communales montraient évidemment des tendances. Et donc je ne suis pas, surpris. Je ne suis pas surpris. Voilà, je pense que le score du PTB est aussi impressionnant, mais c'est dû au fait qu'on ne peut pas comparer avec ce qu'ils ont fait au communal, où ils n'étaient pas présents dans toutes les communes, comme vous le savez. Donc il y a eu donc bien un effet de ces deux types de partis. Et ça a touché évidemment les partis traditionnels, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis longtemps, et notamment le PS. Le PS sauve les meubles en restant quand même numéro 1 à Bruxelles. Mais à quel prix? Regardez, dans votre canton, à Saint-Gilles, le PS passe de 33% à 21%. Oui. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez plus là, Charles Piquet? Ça, c'est pas à moi d'y répondre, parce que ça serait vaniteux de ma part de dire que c'est parce que je n'étais pas là. Mais voilà, c'est quand même une sociologie particulière, celle de Saint-Gilles, on le sait bien. Les écolos ont toujours été forts à Saint-Gilles, d'ailleurs, hein, Saint-Gilles, à Ixelles, etc. Donc, oui, je crois que ces résultats était assez prévisible, finalement, assez prévisible. La montée écolo, la montée du PTB. Oui, mais la baisse du PS. La baisse du PS, il faut bien que quelqu'un perde. Il y a des glissements qui se font. Chez nous, à Saint-Gilles, le CDH et Défi avaient disparu au communal. Et visiblement, il y a 3 partis maintenant qui occupent le terrain dans ma commune. Alors, la sociologie bruxelloise a beaucoup bougé, a beaucoup changé ces dernières années, ces dernières décennies. Est-ce que le PS est un peu un des seuls partis qui a réussi à s'adapter à ce changement de sociologie en ayant beaucoup, par exemple, de Belges d'origine étrangère sur ses listes? Oui, beaucoup d'élus aussi. Avoir des Belges d'origine étrangère sur nos listes est une chose, mais il faut rester très attentif à être présent partout et dans tous les territoires bruxellois, parce qu'il n'y a pas un déterminisme électoral. Je me rappelle, quand j'étais candidat, je faisais des bons scores dans des cantons qu'on pourrait croire incapables de voter socialiste. Et donc je crois qu'il y a des potentialités encore dans des cantons plutôt à l'Est, hein, vous les connaissez. Et donc, il ne faut pas non plus être uniquement dépendant d'une partie de Bruxelles. Il faut pouvoir être présent partout de manière significative. Et ça, c'est un enjeu pour les années qui viennent pour le parti. Ça veut dire que le parti et les listes devront être beaucoup plus diversifiés avec des gens qui viennent du Sud et de l'Est? Oui, il faut certainement voir maintenant quels sont ceux qui se sont fait remarquer quand même dans ces cantons, même avec des scores modestes, mais voir comment on peut, à partir d'eux, vraiment créer une nouvelle génération de candidats qui occuperaient ces zones-là. Si vous regardez les résultats, vous verrez que les résultats du PS sont quand même très contrastés d'une zone à l'autre de Bruxelles. Oui, du côté d'un canal ou de l'autre, c'est ce qu'on dit d'habitude. Mais est-ce que ça veut dire que là, le PS a fait fausse route en se focalisant peut-être trop sur Molenbeek, Anderlecht, par exemple? Non, je ne dis pas qu'on a fait fausse route. Je pense que on a oublié, je le répète, qu'il y a des potentialités que l'on peut exploiter aussi dans ces cantons-là, mais il faut alors avoir des candidats qui sont aidés, soutenus, repérés, et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors côté néerlandophone, à Bruxelles, là on voit que c'est Groen qui est victorieux, c'est plutôt les libéraux flamands qui dégustent, comme on dit, avec un Guy Van Engel qui a disparu pratiquement de la circulation. Ça vous rend triste de voir des anciens collègues du gouvernement disparaître comme ça? Oui, parce que j'ai toujours considéré Guy Van Engel comme un bon ministre, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui a aidé à la stabilité de l'institution bruxelloise, parce que moi je compte beaucoup sur ce souci qu'ont les hommes et les femmes politiques qui forment les majorités à Bruxelles de donner stabilité, dignité
au fonctionnement d'une institution qui est difficile. Hein. La région bruxelloise, c'est Guy Van Engel, un peu dans la foulée des Chabert, etc. Ce sont des gens qui ont assuré la stabilité de l'institution et ont su dépasser, par exemple, les clivages et les tensions communautaires. Alors, est-ce que les nouveaux gouvernants, les gouvernants de demain, et on voit que ce soit Groen du côté flamand ou que ce soit Écolo du côté francophone, ils devraient être dans les majorités. Le PS l'espère aussi en étant le premier parti. Est-ce que ça va changer Bruxelles? Est-ce que ça va être un Bruxelles différent de celui que vous avez connu? Non, je pense qu'il y a des nouveaux enjeux qui se profilent. Il y a, je crois, une nouvelle génération de parlementaires. Vous savez que la moitié du Parlement bruxellois aura changé. Donc il va y avoir des nouvelles têtes. Le Parlement bruxellois, qui est une chose complexe, va devoir trouver une vitesse de croisière après quelque temps avec toute cette nouvelle génération qui arrive et avec un éparpillement aussi, hein, vous l'avez vu, un éparpillement des voix. Et donc ça va être un exercice peut-être un peu plus difficile, mais moi, je suis optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus de qualité dans ceux qui sont. Ça ne va pas ralentir le travail du Parlement. Pardon? Le fait qu'il y ait autant de néophytes, ça ne va pas ralentir le travail du Parlement? Je pense qu'il y a un moment d'adaptation. Il faudra que les nouveaux élus, oui, connaissent un peu le fonctionnement de l'institution, connaissent les dossiers, etc. Donc il y aura un moment, en tout cas, d'adaptation de tout le monde. Alors, si on parle un peu de la Belgique de manière un peu plus générale, comment est-ce qu'on peut qualifier ce dimanche au niveau global? Je vais vous proposer 3 expressions. La première, c'est dimanche noir. La deuxième, dimanche vert. Ou la troisième, dimanche communiste. Quelle est la meilleure? C'est un dimanche noir. C'est un dimanche noir parce que ce qui s'est passé dimanche et qui est remarquable au sens de surprenant, c'est évidemment la montée du Vlaams Belang. Je ne vous l'apprends pas. Moi, je ne suis pas tellement surpris de ça. J'ai toujours considéré qu'il y avait beaucoup trop d'optimisme chez les francophones quant à ce qui allait arriver en Flandre. Et donc, nous nous retrouvons maintenant quand même avec la NVA qui revendique son identité nationaliste et le Vlaams Belang. Nous nous retrouvons quand même avec une Flandre qui ainsi montre bien, mais je ne vous apprends rien 48 heures après les élections, que 2 opinions publiques différentes existent au nord et au sud. C'est ce que dit toujours Bardowee, d'ailleurs, en disant qu'il y a deux opinions publiques, donc il faut 2 États, finalement. Mais pourquoi faut-il 2 États? Il y a plusieurs pays dans le monde où des territoires, des zones, des régions ne votent pas de la même manière que les voisines, et il faut trouver la synthèse des intérêts entre tout le monde. Donc ce n'est pas irréversible. Non, moi je suis toujours surpris de la surprise de ceux qui disent mais qu'est-ce qui arrive? Je me rappelle avoir évoqué en 2012-2013 la nécessité, même si ça ne me plaisait pas, la nécessité d'imaginer un plan B au cas où les Flamands lâcheraient la Belgique et prendraient le confédéralisme avec le pouvoir de faire avancer cette idée. Et donc il faut... On n'a toujours pas ce plan B. On ne l'a pas parce que c'est peut-être un excès d'optimisme. On croit toujours que cette opinion publique flamande va peut-être se modifier. Mais non, le Vlaams Belang est là. Et il faut bien vous rendre compte d'une chose. Comment expliquer aux francophones qui ne lisent pas la presse flamande, qui ne suivent pas les médias flamands, comment parvenir à leur expliquer que la perception que la Flandre a maintenant du reste du pays, c'est que ce reste du pays empêche la Flandre d'être plus prospère encore. On ne parle plus de problèmes linguistiques. C'est un problème maintenant de transfert, je le dis souvent, de transfert de la richesse flamande vers la Wallonie. Et ce qui est scandaleux, évidemment, c'est la campagne que le Vlaams Belang a menée. Je racontais encore à un de vos collègues hier un dessin qui m'avait frappé. C'était le dessin d'un tandem. Et alors on voyait un Flamand au guidon qui pédalait et un Wallon derrière qui traînait les savates. Bon, il y a eu le hamac de Jambon. Jambon a dit qu'il faut que les Wallons sortent de leur hamac. Et alors, c'est
le problème de ces familles flamandes qui disent mais chaque année je paye pour ces Wallons qui ne travaillent pas, etc. C'est injuste, c'est méprisant. Et du coup, ils votent NVA ou Vlaamse-Lang. Oui, c'est une identité nationaliste. Il y a alors d'autres facteurs qui ont pu jouer. Hein. Le thème de la migration a pu jouer aussi. Mais c'est ce qui est vraiment pas une surprise, c'est ce qui arrive dans la mesure où, au fond, on parle de confédéralisme depuis des années. Et depuis 50 ans, on est de réforme en réforme, on ne revient jamais en arrière. Donc voilà, on est dans un processus qui ne veut pas signifier la fin du pays, mais qui va exiger quand même une capacité de négociation remarquable. Alors, quelques mots quand même sur l'Europe, hein, puisqu'il y a aussi eu des élections européennes. Alors, au niveau global de l'Europe, on nous disait qu'il y allait avoir un vote massif contre l'Europe et que peu de gens iraient voter. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont été votés et il n'y a pas eu de vote massif contre l'Europe. C'est même plutôt les Verts et les libéraux. C'est la bonne nouvelle du week-end. Oui. On aurait pu croire que ces élections étaient une sorte de référendum qui avait la survie de l'Europe comme objet. Et on voit que, bon, bien sûr, les nationalistes, les anti-européens, les eurosceptiques et tout ça sont bien installés, mais ils n'ont pas progressé. Ce qui s'est passé, c'est que ils se sont banalisés dans le paysage. Hein, ils n'ont pas régressé non plus, il ne faut pas être trop enthousiaste. Et qu'ils ont maintenant des ambitions de participer au pouvoir. Quand c'est dans certains pays évident qu'ils seront encore au pouvoir ou pourront rentrer dans la sphère du pouvoir. Donc, Charles Piquet, le dernier mot, j'allais vous appeler Charles Michel, pourtant ça n'a rien à voir. Donc, globalement, vous ne croyez pas à la fin de l'Europe, vous ne croyez pas à la fin de la Belgique, vous êtes un optimiste quand même raisonnable? Non, moi j'ai toujours été considéré comme faisant partie du camp des pessimistes quant à la survie de la Belgique dans sa structure actuelle. Je crois qu'on va à un moment donné, devoir parler de nouvelles modifications institutionnelles. Et ça, c'est ma part de pessimisme, comme je dis. Et ma part d'optimisme, c'est que même si on se distanciait, et si on pouvait se distancier encore plus, il y aurait quand même encore une volonté, une exigence de coopération et de collaboration. Donc il faut s'inscrire dans cet esprit-là. On n'est plus dans la même Belgique, mais on peut construire de nouvelles relations, mais nous n'échapperons probablement pas à de nouvelles réformes institutionnelles. Merci Charles Piquet, on se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.